Il porte une grande ambition pour la province du Kasaï-Oriental. Son projet est de transformer la région d'origine du président de la République. Lui, c'est Patrick Mukanya Muyamba, candidat gouverneur au Kasaï-Oriental à l'élection que la CENI compte organiser ce 29 avril 2024. Nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, de recevoir dans le cadre d'un entretien spécial Monsieur Patrick Mukanya. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai le plaisir de coordonner cet entretien avec deux éminents confrères, Marc Valentin Kalsin de FSINDA et des coulisses.net. Bonjour Marc. Bonjour Arsène, bonjour à tous. Bonjour monsieur Patrick. Bonjour monsieur Kalsin. Et puis James Mouchia d'Actu 30. Bonjour James. Bonjour Arsène, bonjour monsieur Patrick. Bonjour monsieur James. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question. Qui est Patrick Mukanya? Merci beaucoup monsieur Arsène. Ici, j'ai préféré vous appeler comme ça plutôt que monsieur le journaliste, parce que ça me permet de rompre toutes les briques, en fait, qui pouvaient m'empêcher d'être à l'aise dans le cadre de cet échange. Parce que c'est un échange qui va nous permettre de nous vendre, d'abord comme candidat, mais aussi de dire tout ce que nous avons dans le cœur par rapport à l'ambition que nous portons, la nôtre. C'est dire présider aux destinées de notre province, le Kasaï-Oriental. Vous avez fait de la désigner comme la province d'origine du chef de l'État. C'est un détail, on va dire important, mais au-delà de cela, c'est d'abord la province du Kasaï-Oriental, qui est une province comme toutes les autres provinces. Il ne faudrait pas que, puisque le président de la République en est originaire, qu'elle puisse se considérer comme une province particulière, une province privilégiée. Mais si d'origine le président vient de là, c'est de coïncidence, mais connaissant le chef de l'État, je sais qu'il n'apporte pas de considération particulière pour la province du Kasaï-Oriental. Il est le chef de l'État, le président de la République, et il fait tout pour que toutes les provinces soient logées à la même enseigne. Cela étant dit et précisé, Patrick Mukanya Muyamba, c'est mon nom. Je suis candidat sénateur, je vais dire gouverneur de province, en même temps que je puis me définir comme un fils de cette province. Je suis licencié en droit public et en même temps, je suis un agent de l'État. J'ai pu avoir à passer 14 ans comme agent de l'État. Ça veut dire soumis au régime de la loi de 78 et donc qui a pu connaître exactement qu'est-ce que c'est que l'exercice du service public. Agent de l'État au niveau de l'Office congolais de contrôle. Je suis encore agent au niveau de l'Office congolais de contrôle où je suis cadre en même temps que depuis plus de 5 ans, j'ai été élu délégué syndical national de l'Office congolais de contrôle et le 4 avril 2019 et les agents et cadres m'ont renouvelé leur confiance en m'élisant à nouveau délégué syndical le 23 juin dernier. Et qui dit délégué syndical, ça dit toute la lumière sur les questions profondes qui nous donnent le sens de l'action. Ça veut dire défendre le droit des plus faibles, en l'occurrence les droits des travailleurs. Nous avons fait carrière à l'OCC et nous continuons à faire carrière. Et quand nous avons réussi à donner le meilleur de nous pour défendre les agents de l'Office congolais de contrôle avec des résultats. Vous pourrez passer votre micro-baladeur et poser la question de ce que nous avons pu produire comme acte dans le cadre du mandat qui nous avait été confié par les agents. Ils vous diront, nous nous sommes rendus compte, et donc à l'évidence, qu'il était désormais temps pour nous, avec les résultats que nous avons pu obtenir dans un format beaucoup plus petit, dans une envergure beaucoup plus moindre, qu'il était possible pour nous de nous porter à une dimension plus supérieure. Et avons pensé qu'il était question désormais de travailler pour transformer les conditions de vie de nos populations. Ainsi, nous nous sommes portés candidats gouverneurs de province pour le Kasaï-Oriental afin de répondre aux cris que nous avons entendu de ces populations des 5 territoires du Kasaï-Oriental et de la ville de Mbuji-Mayi qui nous font comprendre exactement qu'ils ont besoin que les choses changent. C'est le sens de notre candidature. Si j'ai pu bien vous comprendre,
Vous êtes, au-delà d'être un acteur politique de l'Union sacrée de la Nation, vous êtes plus technocrate. Et justement, je voudrais savoir, et ceux qui regardent cette émission en même temps, à quel moment vous êtes décidé de postuler comme candidat gouverneur? Qu'est-ce qui vous y a poussé? Alors, déjà, j'aimerais préciser que j'ai grandi au Kasaï-Oriental. J'ai terminé mes études secondaires au Kasaï-Oriental, à l'Institut Moulemba, EDAP, et la PSP. J'ai commencé mes premières heures comme étudiant à l'université de Mbuji-Mayi, où j'ai passé mes 3 premières années d'université. Malheureusement, pour des raisons familiales, le décès de mon père, j'ai été obligé de gagner la ville de Kinshasa, où j'ai terminé mon cursus universitaire à l'université de Kinshasa. Et je connais donc le Kasaï-Oriental, parce que je n'étais pas que l'homme ou l'enfant de Mbuji-Mayi. J'ai pu exercer certaines fonctions dans certaines autres expériences professionnelles qui m'ont permis de pénétrer le fin fond de la province du Kasaï-Oriental, et j'ai pu comprendre quelles en étaient les souffrances. Mais en même temps, je connaissais un peu d'où nous venons, et à chaque fois que je suis rentré dans le Kasaï-Oriental, je me suis rendu compte que la souffrance était énorme. Il fallait donc agir, parce que le peuple kassaïen est un peuple modèle. Partout où il va, il se retrouve et il est identifié par son efficacité, par son dynamisme. Mais c'était un paradoxe de constater que ce peuple qui est assis sur une terre extrêmement riche et qui est lui-même doté des privilèges naturels, de dynamisme qui lui sont reconnus de partout, pouvait se retrouver dans des conditions aussi déplorables et exécrables telles que nous sommes en train de le vivre. J'ai senti en moi la vocation. Elle a pu naître. Et je me suis dit, il est temps désormais de prendre le courage de la situation et de prendre nos responsabilités. Et je prends mes responsabilités en prenant ce courage. C'est le sens de ma candidature. Et vous avez certainement un programme que vous allez présenter à la représentation provinciale aux députés. Absolument. Et ce programme, brièvement, comment il se décline? Alors, le programme que nous allons, vous avez dit, vous avez bien fait de le dire, que nous allons décliner ici, c'est un programme que nous allons présenter aux élus provinciaux. Je ne pense pas que le sens de cette émission est de faire notre campagne. Ce n'est pas tant la chose, parce que nous estimons que bien que le gouverneur est le gouverneur de tous les Kassaïens, il en sera le gouverneur de toutes les Kassaïennes et de tous les Kassaïens. J'aimerais bien que primeur soit réservé dans l'hémicycle à nos élus provinciaux, qui sont, eux, les détenteurs du pouvoir leur confié par notre peuple dans le Kasaï. Donc ici, nous allons faire l'économie de ce que nous entendons accomplir dans le cadre de notre mandat, si jamais les élus provinciaux nous l'accordaient. Et ce programme se décline sur différents axes. 5 axes particulièrement, mais 5 axes qui vont se fonder principalement sur le tout premier, qui a toujours été celui qui m'a le plus fait bouger le cœur. Ça sera le secteur éducatif, la réforme du système éducatif. Mais déjà, j'aimerais préciser qu'en tant que gouverneur de province, dans le domaine de compétences d'un gouverneur de province, il n'a pas les possibilités d'appliquer toutes les réformes nécessaires, bien qu'il le veuille, pour assurer la réforme du secteur éducatif. Mais au moins, la Constitution lui donne les possibilités d'être le gestionnaire au quotidien de la question de l'éducation. Ainsi, c'est l'axe numéro 1. L'axe numéro 2, c'est la prise en charge du secteur sanitaire. Nous tenons à ce que l'enfant du Kasaï, la maman du Kasaï, le vieillard du Kasaï, les enfants totalement du Kasaï puissent être bien pris en charge sur le domaine sanitaire. Ça veut dire nous allons veiller à ce que le chef de l'État qui l'a pensé avec la couverture santé universelle, qu'au niveau du Kasaï, que cela soit quelque chose d'effectif. Nous veillerons réellement à ce que, au niveau de l'accès aux soins de santé primaires, que le Kasaïen puisse se retrouver. Le point numéro 3, c'est au niveau de l'agriculture. Nous estimons que cette province qui est à vocation minière est heureusement aussi dotée de plusieurs
hectares, on va dire, de terres arables, beaucoup de superficie, de terres arables, et nous devons faire en sorte que nous puissions utiliser utilement ces terres qui sont dons du ciel pour que nous assurions l'autosuffisance alimentaire en même temps que nous puissions aussi approvisionner les provinces avoisinantes pour que l'État congolais rentre dans le programme du chef de l'État dans ce domaine-là. Le secteur numéro 4, c'est le secteur des mines. Vous savez que longtemps, le Kasaï-Oriental a été considéré comme le lieu ou la capitale par sa ville de Mbuji-Mayi mondiale du diamant, mais il n'y a pas que le diamant dans le Kasaï-Oriental, il y a encore d'autres minerais, et nous allons faire en sorte d'avoir beaucoup plus de cohérence dans la gestion de ce secteur, particulièrement dans l'exploitation du diamant artisanal, parce que c'est que le plus répandu, donner beaucoup plus de cohérence en assurant une meilleure organisation de ce secteur pour permettre à ce que, par exemple, par des coopératives, que l'on puisse organiser ce secteur afin que du crézeur, qui est le point 1, jusqu'à la vente au niveau des places étrangères comme Anvers et autres, que l'on puisse avoir une chaîne de valeur qui fait en sorte que les intervenants puissent trouver leur compte. Le point 5, c'est le secteur de la sécurité. Il est un fait, c'est qu'il y a un banditisme urbain qui sévit au niveau des grandes agglomérations, et nous allons veiller effectivement à ce que nous puissions assurer une certaine sécurité à nos populations afin que la quiétude puisse permettre à ce que les personnes vaguent paisiblement dans nos cités. Voilà. Brièvement, c'est un peu ça. Et je vous laisserai la latitude, bien sûr, de décortiquer avec moi chaque point suivant les axes que j'ai présentés. C'est justement ce que nous allons faire avec les confrères à mes côtés. Je crois que Marc Valentin brûle d'envie de vous poser quelques questions, notamment dans les secteurs de la santé qui l'intéressent tant. Je voulais plutôt commencer par l'éducation. Ah d'accord, très bien. Monsieur Patrick, candidat gouverneur, vous savez que l'éducation, c'est la clé de voûte de tout développement. Vous avez évoqué tout à l'heure les réformes que vous envisagez. Quelles sont les principales réformes que vous envisagez pour la province du Kasaï-Oriental afin de redorer l'image de l'éducation? Ok. Déjà, j'aimerais encore préciser ici, les questions de réforme prises profondément relèvent du pouvoir central. Mais au niveau de la province, c'est la gestion de la question de l'éducation afin de veiller à ce que leur prise en charge soit très bien faite. Nous allons d'abord veiller à ce que le Kasaïen ait accès à cette éducation-là. Pour avoir accès à cette éducation, il faudrait d'abord, saluons la gratuité de l'enseignement avec le programme du président de la République, et veiller à ce que cette gratuité puisse produire ses effets. Veiller à ce que les enfants puissent accéder exactement à cette éducation. Pour cela, nous avons un programme, celui de créer des infrastructures, de construire des infrastructures scolaires au niveau de chaque territoire pour permettre à ce que les enfants puissent avoir accès à cette éducation. Mais il y a un projet phare dans lequel nous voulons nous appesantir. Ce projet, il est dans l'éducation, mais en même temps, il va rentrer un peu dans la spécificité que nous avons en tant que RDC avec les mines. Nous entendons faire de Mbuji-Mayi un hub technologique où nous allons construire un grand campus scolaire. Ce campus scolaire aura comme spécificité l'enseignement des nouvelles technologies de la communication, mais pas seulement de la communication, mais des nouvelles technologies. Parce que vous savez que la RDC est au carrefour des intérêts qui assurent la pérennité de l'espèce humaine. Je vais m'expliquer. Avec son coltan, avec son cobalt, avec son lithium, avec aussi son nickel que l'on trouve même dans le Kasaï-Oriental, ces composantes qui sont des minerais stratégiques permettent à ce que nous puissions, nous, RDC, participer à la transition écologique, la transition énergétique et aussi la transition numérique. Mais quand l'on constate au niveau de la RDC, nous n'avons pas des structures ni scolaires, ni encore moins académiques qui permettent l'assimilation des connaissances pour mieux utiliser ces minerais, ces ressources.
et participer réellement à cette transition dont a besoin le monde. Et nous voulons faire de Mbuji-Mayi, par la construction de cette école moderne, un hub qui va recueillir les intelligences, qui vont assurer l'assimilation des connaissances spécifiques dans ce domaine pour que nous ne puissions pas, dans la chaîne de valeur de l'exploitation de ces minerais, laisser à des étrangers la latitude de pouvoir exploiter ces richesses et puis s'en servir pour servir le monde. Nous voulons que nous puissions avoir l'intelligentsia au niveau interne, afin que ce qu'on désigne souvent par la transformation des minerais, que cela se fasse chez nous parce qu'on aura eu l'information. Deuxièmement, je peux encore insister sur ça, cette école, nous la voulons une école de référence pour notre pays. Nous la voulons vraiment une école de référence où les enfants, nos enfants viendront de partout dans les différentes provinces pour venir étudier chez nous au Kasaï oriental. Et pour cela, nous avons même pris des contacts avec certains partenaires. Ça ne sera pas que étatique, parce que on peut aussi exporter des cerveaux étrangers sans que ça soit forcément des partenariats étatiques. On peut chercher, comme ça se fait ici. Nous avons beaucoup de médecins d'ici qui vont travailler isolément et même vers d'autres pays, et ils sont employés. Nous voulons aussi avoir des personnes qualifiées qui viendraient ici chez nous pour assurer les mécanismes d'assimilation de connaissances dans le processus éducationnel au niveau de cette école que nous voulons une grande école. Deuxièmement, nous voulons faire de Mbuji-Mayi le lieu de référence de l'enseignement technique et professionnel. Parce que moi-même, je suis licencié. En ce moment, je suis en 3e cycle en train de suivre mon 2ES en gestion de la politique économique. Mais j'ai fait un constat. C'est que lorsqu'on est au Congo, quand on sort de l'université, au fond, on ne sait pas par où commencer. C'est comme si la structuration de la formation académique, jointe au conditionnement de notre société, ne permet pas à l'étudiant, lorsqu'il termine son cursus, de savoir en quoi il peut être utile. C'est parce que tout le monde, désormais, veut devenir ce qu'en principe, il n'est pas censé être. Nous voulons que, au niveau de l'éducation, que nous puissions avoir ce qu'hier on appelait un cycle d'orientation, les 2 premières années qui venaient après les 6e primaires, parce que ce sont les 2 années qui permettaient en fait on va dire à la direction pédagogique de déceler en nos enfants quelles étaient leurs aptitudes, afin qu'ils puissent être orientés vers la formation qui serait la meilleure pour eux, afin qu'ils deviennent utiles à la société. Et nous tenons à ce que désormais cela soit fait, et nous privilégierons aussi l'enseignement technique et professionnel, parce qu'il y a dans nos enfants certains qui ont ces aptitudes-là. Or, à quoi sert l'éducation si ce n'est pas pour qu'in fine, que ça puisse répondre aux besoins de la communauté? Et nous voulons que quand nous allons prendre en charge la question de l'éducation, que ça soit fait dans le but de répondre aux besoins réels de nos communautés. C'est pour ça, dans ce volet de l'éducation, nous allons, dès que nous serons élus, convoquer des états généraux de l'éducation au niveau de la province orientale pour identifier les véritables problèmes, d'abord qui minent ce secteur dans son fonctionnement, dans son organisation, mais aussi identifier les problèmes de la société, de nos sociétés, de notre province, afin que quand nous allons aborder la question de l'éducation, que cela soit fait dans le sens à ce que chaque cerveau qui sera versé avec un titre académique dans le marché de Mbuji-Mayi puisse être capable de répondre aux besoins de nos communautés. Et en cela, pour finir sur ce chapitre, nous pensons que avec les problèmes que connaît la ville de Mbuji-Mayi, que connaissent les différents territoires de notre province, il faudrait qu'on puisse mettre un point d'orgue sur la formation technique, mais aussi professionnelle, afin d'emmener certains de nos enfants à avoir des métiers, qu'ils en soient qualifiés et qu'ils puissent répondre aux besoins de notre population. Et pour peut-être terminer, la toute dernière question sur ce volet éducation. Aujourd'hui, vous savez, il y a la gratuité de l'enseignement, mais qui peine à être vraiment prise en charge au niveau de la province. Comme vous le savez, beaucoup d'enfants aujourd'hui continuent
à avoir du mal à aller à l'école. Alors, comment vous, en tant que gouverneur, vous allez repenser cette question de la déperdition scolaire, en dépit de la gratuité de l'enseignement qui existe déjà? Déjà, il faudrait ici qu'on puisse saluer la gratuité de l'enseignement, parce que c'est la Constitution de la République du 18 février 2006 qui pose le principe. Nous avons peiné à mettre en œuvre cette disposition constitutionnelle. C'est un chapeau bas au président de la République, que nous saluons ici pour cette initiative qui a permis à ce que désormais il ne soit plus question de finances pour accéder à l'éducation de base. Deuxièmement, un principe aussi, puisque je suis légaliste, vous l'avez dit, je suis juriste, il est de principe que le financement de l'éducation relève du pouvoir central. Sauf pour certaines questions, lorsque on arrive, par exemple, aux épreuves d'examen d'État, où on demande à la province de prendre ses responsabilités. Mais quant à la prise en charge des personnes assurées à communiquer la connaissance à nos enfants, qu'on va appeler aussi les enseignants, c'est au gouvernement de la République de le faire. Mais cette même constitution que je viens d'évoquer a voulu que les provinces puissent prendre en charge au quotidien la gestion de l'éducation. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour revenir à votre question, après avoir posé les principes, c'est que en tant que gouvernement provincial, nous avons et nous disposons légalement des recettes à caractère provincial. Et nous pouvons voir pour le meilleur de nos enfants, de nos populations. Parce que on ne peut pas dire que le meilleur de nos enfants, parce que c'est notre meilleur à nous-mêmes. Tout succès se mesure par la qualité de sa succession. Et la succession est assurée ici par la qualité de l'enseignement que l'on va donner à nos enfants. Et nous pensons que nous allons mettre les bouchées doubles pour que dans les recettes provinciales, que nous puissions tout faire pour compenser et pallier toute carence qui pourrait s'observer dans la difficulté de prendre en charge les enseignants. Nous le ferons. Ça va, moi? On n'a plus de questions? En tout cas, pour ce qui est de l'éducation, ça va. D'accord, ça nous permet j'ai vidé ma corbeille. Ah d'accord, je vais revenir à vous. Je sais que vous avez beaucoup de questions dans d'autres chapitres, bien évidemment. Il ne faudrait pas non plus m'intimider. Okay. Je vais revenir à vous, le temps de passer à un autre chapitre de cette émission. Nous allons parler de la santé. Si le corps n'est pas en bonne santé, même pour assurer l'éducation, ça risque d'être compliqué. Les questions de santé intéressent particulièrement James. Alors, comme vous venez de le souligner, Arsène, si la santé a des problèmes, donc tous les corps est malade. Monsieur Moukania, vous êtes sans ignorer avec moi qu'il y a un problème sérieux des soins de santé de qualité dans le Kasaï oriental. Et quelle est la politique que vous allez mettre en place justement pour accompagner la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État, notamment avec la gratuité de la maternité? Ok. Merci beaucoup, M. Jens. La couverture santé universelle comprend effectivement la gratuité de la maternité. C'est un des pans qui jusqu'ici a déjà été résorbé, mais ce n'est pas que. Mais pour accompagner cette politique du président de la République, nous l'avons déclinée en 3 grands axes. D'abord, ça sera la construction ou la réhabilitation des infrastructures sanitaires au niveau de la ville de Mbuji-Mayi, mais aussi au niveau de 5 territoires, faire un effort pour que nous puissions construire et équiper des hôpitaux généraux de référence ou des différents centres de santé au niveau des secteurs. Déjà au niveau du territoire, il faut que les hôpitaux généraux de référence soient bien construits ou réhabilités selon le cas et équipés pour approcher les infrastructures sanitaires nos malades. Ça, c'est quelque chose qui sera fait et nous allons y veiller et on va tout faire pour que dans la mobilisation des ressources, que nous puissions prioritairement affecter ces ressources dans ces genres d'infrastructures. Deuxièmement, ça sera dans la formation des prestataires. Parce que vous savez que par moment, lorsque il y a des cas qui sont assez importants, il faut absolument que l'on puisse évacuer les malades. C'est pas forcément parce qu'il n'y a pas l'équipement, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas les qualifications nécessaires au niveau des différents centres ou contrées de la province. Nous allons veiller à mettre en place une politique où nous allons d'abord, en tant que gouvernement provincial, assurer la formation. Une formation qui sera premièrement dans le volet de
comment on appelle ça, de redynamisation, mais aussi une formation pour que ceux qui n'avaient pas encore accès à un certain degré de connaissance puissent y avoir accès, afin qu'au niveau interne, qu'on puisse avoir des prestataires de santé qui soient au fait des véritables défis auxquels ils sont soumis tous les jours. Après, il y a aussi on doit assurer la bonne gouvernance du secteur de santé publique, parce que la santé publique est vaste, est assez vaste, et dans ce domaine-là, parce que le gouvernement ne saura toujours pas tout prendre en charge, il y a lieu de favoriser ou d'encourager la création des mutuelles de santé dans différentes corporations qui peuvent être professionnelles ou autres, afin que, dans la solidarité, que l'on permette à ce que nos populations puissent avoir accès aux soins de santé de base. Et les stratégies qu'il faut justement pour améliorer les soins de santé, les soins de santé de qualité, par exemple. Et ce que je vais tenter de dire, principalement, c'est dans la mise à disposition des infrastructures sanitaires d'abord. Parce que on ne peut pas vouloir être présent en tant que pouvoir public dans ce domaine-là si on ne fait pas exister des infrastructures qui permettent à ce qu'il puisse être possible d'être pris en charge lorsque le corps, comme vous l'avez dit, est malade. Lorsque nous avons ces infrastructures, qui pour assurer ces soins de santé? Le gouvernement provincial va désormais et de manière assidue suivre les statistiques du personnel médical et savoir exactement, au regard de toutes les données qui lui seront fournies sur les différentes pathologies qui sont récurrentes au niveau de la province, avoir à cet effet un personnel au fait des pathologies qui peuvent être considérées à cause peut-être de la zone géographique et ainsi de suite, parce que nous avons nos particularités en zone tropicale, mais chaque zone tropicale a aussi ses particularités au regard d'un certain conditionnement de la nature, ainsi de suite, et faire en sorte que à chaque fois, comme on l'a dit pour l'éducation, à chaque fois que nous voudrions répondre aux besoins de la population, que ça soit réellement parce que en amont, on aura identifié les véritables besoins qui ont été soulevés et pour lesquels on va devenir réponse. D'accord. Et on va parler sécurité. On va parler sécurité parce que les problèmes de sécurité se posent un peu presque partout à travers le pays, même s'il faut reconnaître les efforts qui sont consentis par le gouvernement central, notamment dans la situation de l'Est. Mais particulièrement au Kasaï oriental, Monsieur Patrick, il y a des questions qui se posent, peut-être pas avec la même ampleur qu'à Kinshasa, notamment le phénomène du banditisme urbain que vous avez vous-même évoqué en présentant les 5 piliers de votre programme, mais il y a bien au-delà des conflits intercommunautaires ou encore des conflits des pouvoirs coutumiers auxquels vous allez faire face comme gouverneur. Comment vous allez vous y prendre? Merci beaucoup pour cette question, elle est pertinente, parce que la sécurité est un élément essentiel pour travailler à la prospérité des populations. Et le problème se présente en 2 volets. Comme vous l'avez dit, il y a ce volet du banditisme urbain, qui est un problème social pour lequel les pouvoirs publics se doivent d'apporter des solutions. Alors, je vais poser un principe. Et c'est un constat. Pas que à Mbujimaï, pas que dans le Kasaï, dans le Congo tout entier, il n'y a plus de peur du gendarme. Le gendarme est appelé à faire peur. Vous allez sous d'autres cieux, le gendarme fait peur. Je mets l'appellation à l'époque coloniale, on appelait la force publique, parce qu'elle avait la responsabilité, par la force, de faire en sorte que l'on puisse assurer l'ordre public. Et le gouverneur que nous serons aura l'obligation et la responsabilité d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Le point 1, pour répondre aux banditistes urbains, sera pour nous de doter la force publique des moyens de son action. Parce que la police, effectivement, parce que c'est la police nationale congolaise qui est chargée d'assurer la protection des biens et des personnes. Et c'est à elle
que nous allons confier ou rappeler cette mission, mais en travaillant pour la mettre dans les conditions idoines afin qu'elle puisse travailler dans les domaines de ses compétences. Sur la question du banditisme urbain, c'est vrai, il y a le volet de la force publique qui doit être là présente, mais il faudrait aussi que nous puissions pénétrer le problème dans le fond. Pourquoi on insiste à cela? C'est ainsi que nous allons mettre en place, dès le lendemain de notre élection, si les élus nous font confiance, une task force constituée des différentes sensibilités qui gèrent ces questions afin que nous puissions réellement identifier ce qui est à la base de ce banditisme. Parce que le problème, on le touche à sa racine. Pas que dans les réactions sur le temps, sur le point, mais dans sa racine, dans les véritables causes. Quand on le règle dans ces causes, nous avons la chance d'annihiler les effets qui sont dévastateurs parce que vous avez appelé ici le banditisme urbain. Alors, pour parler dans le deuxième volet, je comprends que vous n'avez pas voulu parler du problème de Katanda. Non, je n'ai pas voulu spécifiquement insister sur Katanda parce que c'est vrai qu'à Katanda, il y a un conflit communautaire qui date de plusieurs années. Exactement. Mais à travers le Kasaï oriental, vous avez ça et là des foyers de tensions dus notamment au conflit de pouvoir coutumier. C'est comme ça que globalement, c'est vrai que vous pouvez sur Katanda faire une proposition parce que c'est un conflit aujourd'hui qui préoccupe toute la population du Kasaï oriental et qui freine certains grands projets intégrateurs qui peuvent sortir la région de la précarité économique. Je suis du Kasaï oriental. Je vais dire, emprunter l'expression de père et de mère. Je connais les traditions de la province du Kasaï oriental. Parce qu'on m'a élevé suivant ces traditions-là. Et je sais que nous avons intrinsèquement en nous les possibilités de vivre en paix. C'est par moments des questions qui sont tirées et ficelées en des lieux obscurs qui favorisent ces genres de situations. Mais vous m'avez présenté et je n'ai même pas donné mon âge. Je n'aimerais même pas le donner ici. Mais à me voir, vous vous rendez compte que je ne suis pas de cette génération-là. Je suis d'une autre génération. Une génération qui veut la rupture. Et déjà, ma campagne, à moi, elle est fondée sur un seul mot. Rupture. Rupture avec un certain nombre d'agissements, d'actes, de façons de voir et de faire les choses. Alors, pour répondre à cette question, avant qu'on revienne sur Katanda, je pense que nous allons tout faire pour organiser une table ronde entre les différentes communautés, partout où il y a les foyers de tension, pour que nous puissions réellement identifier le problème qui a causé et miné la paix pendant des années et y donner réponse. Parce que j'ai parlé ici de la force publique, mais ce n'est pas que la force publique qui résout les problèmes. Il faut toujours aller dans le fond des questions. Et c'est ce que nous allons faire. Principalement pour la question de Katanda. Je suis moi-même de Katanda. J'ai eu l'avantage d'avoir été avec, il y a quelques jours, à Mboujima et d'ailleurs, avec plusieurs chefs coutumiers de chez moi. Lors des derniers troubles que nous avons connus, j'ai eu l'avantage d'avoir été convié à cette réunion-là. En tant que candidat gouverneur, donc prétendant à être dirigeant. Et j'ai appris un certain nombre de choses de ce qui s'y passe, au-delà de ce que j'ai entendu de toute ma vie, parce que ce conflit, il date d'avant que je naisse. Je répète ici que la réponse se retrouve dans le fait que je suis d'une autre génération. Je ne suis pas de cette génération d'avant. Et que si nous sommes élus, si nous obtenons la confiance de nos électeurs, dès que nous serons élus, nous allons convoquer une table ronde de toutes les filles et de tous les fils de Katanda, afin de faire en sorte qu'ils puissent se mettre ensemble et que nous puissions voir comment est-ce qu'on peut fumer le calumet de la paix et permettre à ce territoire, autant riche que tous les autres territoires du Kasaï, de finalement s'ouvrir à l'ère de la prospérité. Le dialogue, dans ce cas-là, sera
indispensable en même temps que la force publique devra jouer son rôle pour assurer la paix et la quiétude dans les populations. Certainement que quand il y aura la paix, la population va pouvoir cultiver, parce que le Katanda est un territoire, pour ne parler que de Katanda, est un territoire à vocation agricole. Absolument. C'est d'ailleurs dans la configuration actuelle du Kasaï oriental, le grenier agricole de la province. Et Marc Valentin a des questions justement autour de l'agriculture et de comment vous comptez vous y prendre, Marc. Monsieur Patrick, à côté de l'insécurité, à côté de ces problèmes de santé, il y a aussi ce défi alimentaire, cette crise indescriptible sur le plan de l'alimentation dans la province du Kasaï oriental. Alors, vous, en tant que gouverneur, comment vous allez vous y prendre pour combler ces vides, nourrir la population du Kasaï oriental, permettre à ce que la période de soudure qui a toujours fait du mal à cette population puisse être passée dans les calmes, mais aussi permettre à ce que les produits qui sont les produits agricoles plutôt puissent quitter les centres de production vers les centres de consommation. Merci beaucoup, monsieur Marc, pour la question. Et c'est une question substantielle. Et nous n'allons pas la prendre uniquement dans le cadre de la production, telle que connue au niveau de l'agriculture, mais on va prendre de manière globale de l'apport de ce que le secteur agricole peut, comment elle peut concourir en fait à la croissance de la province. Premièrement, il est question ici, pour aborder cette question, d'assurer une autonomie, une sécurité alimentaire. Et nous allons tout faire dans la production agricole de faire en sorte que nous puissions avoir un encadrement que nous allons assurer à tous les intervenants dans ce secteur. Cet encadrement technique va faire suite à un accompagnement que nous allons accorder à tous les intervenants. Ça peut dire des paysans, ça peut envoyer aux organisations des fermiers, ça peut renvoyer à un certain nombre d'intervenants dans ce secteur, un accompagnement avec des tracteurs, avec une structuration qui va assurer cette mécanisation, parce que cette agriculture ne peut plus être une agriculture paysanne, il faut la mécaniser. Et aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que nos populations n'ont pas les moyens pour assurer cette mécanisation. Or, pour que nous puissions réduire la pauvreté, pour que nous puissions assurer une autosuffisance alimentaire, il faudrait que les pouvoirs publics que nous allons représenter puissent elles-mêmes donner leur apport, leur soutien à la structuration de ces secteurs. Et nous entendons réellement le faire. Deuxièmement, c'est par rapport à comment nous entendons faire en sorte que le secteur de l'agriculture puisse contribuer efficacement à la croissance économique au niveau de la province. Nous allons tout faire pour créer des coopératives. D'abord des coopératives agricoles pour organiser les différents intervenants dans ce secteur et faire en sorte que les besoins qui vont se présenter au niveau de la province soient rencontrés, identifiés puis rencontrés. Alors, deuxièmement, je voulais parler de la possibilité pour que l'agriculture puisse contribuer à la croissance économique. C'est très important que aujourd'hui, en 2024, nous allons bientôt en 2030, à l'horizon 2030, il y a les objectifs millénaires pour le développement, des ODD. Il est important que désormais, lorsque nous pensons agriculture, que nous puissions d'abord voir que ça rentre dans la définition du développement durable, mais avant que l'on puisse pénétrer ce secteur-là, que nous puissions faire en sorte que l'agriculture participe à la croissance inclusive. Parce que nous voulons que l'agriculture, exactement parce que ça a été appelé la solution des solutions, la revanche du sol sur le sous-sol, que cette revanche
puisse réellement remplacer les mines dans la définition de notre croissance. Nous sommes aujourd'hui portés dans notre croissance économique essentiellement par l'industrie extractive. Et nous avons les possibilités, en tant que province, de contribuer substantiellement à cette croissance. Par exemple, par la création des coopératives agricoles, pour structurer les différents intervenants de ce secteur, mais aussi par la création des industries agroalimentaires. Parce que ce que nous voulons, c'est que lorsque l'on va produire et que l'on va accompagner, comme nous l'avons dit si haut, accompagner les intervenants agricoles du secteur agricole à mécaniser cette agriculture, que si nous assurons l'autosuffisance alimentaire, que nous puissions avoir un surplus de production pour assurer une industrie agroalimentaire qui nous permettra de transformer en interne, mais aussi d'exporter au-delà de la province. Et cela demandera une structuration du système, on va dire, de système de production. Et nous avons eu l'ambition, c'est une idée, de créer un service public au niveau de la province qui devra rassembler les différents services existants déjà. On va essayer de donner un peu plus de cohérence dans l'action pour que ça ne soit pas que le volet agricole en termes d'exploitation des terres, mais que ça puisse être rassemblé avec la pêche, l'élevage et ainsi de suite, et qu'il puisse y avoir des interventions coordonnées. Vous avez par exemple fait référence à la période de soudure. C'est des questions qui ne devraient plus être abordées de manière ponctuelle. Il faudrait qu'il puisse y avoir un service public doté de la personnalité juridique qui a l'émission de réfléchir sur les politiques à mettre en place, ou du moins sur l'exécution des politiques qui devront être mises en place et définies par les pouvoirs publics, et qui au quotidien, ce service devra se charger de veiller à ce que nous puissions éviter de tomber dans des situations où pendant la période de soudure, on n'arrive pas à supporter les besoins de la population. Et nous avons aussi pensé dans cette production d'avoir une réserve stratégique au niveau de la province, qui n'émane pas que du pouvoir central, parce que si nous encourageons les privés, les organisations paysannes avec notre accompagnement, nous ferons en sorte que dans la production, puisque nous serons là pour les accompagner, que dans la production qu'ils vont assurer après le timing requis, que une partie, nous avons pensé à 8% de la production des fermiers, des organisations paysannes que nous allons accompagner, que 8% de la production puisse revenir à la province afin d'assurer la réserve stratégique. Parce que pendant les périodes telles que la période de soudure, nous savons que si nous avons des opérateurs économiques véreux, ils peuvent jouer sur la spéculation et faire en sorte que les prix puissent monter, comme on l'observe souvent en cette période-là de fin d'année. Et si, en tant que gouvernement central, le gouvernement provincial, qui a la vocation d'être proactif en tant que pouvoir public, nous avons déjà nos réserves stratégiques. Nous pourrons faire en sorte que, en toute période de carence, que nous puissions juguler les déficits pour éviter à ce que les pouvoirs d'achat de nos populations puissent être impactés. Voilà. Mais je voulais quand même terminer quelque chose par rapport à l'agriculture, parce que j'ai ici épinglé la question et la notion du développement durable. Et une des questions essentielles ici, en tant que pouvoir public, si nous sommes élus, c'est de veiller à ce que nous ne puissions pas avoir à laisser cours à des déboisements qui risqueraient de porter préjudice aux générations futures, et même au niveau de la province et même ailleurs. Vous savez que la République démocratique du Congo, avec le bassin du Congo, permet la décarbonisation d'une grande partie de l'univers. Nous sommes une solution en termes de transition écologique. Et l'agriculture qui sera menée sous notre mandat sera une agriculture responsable, avec un déboisement et un reboisement pour permettre en effet à ce que, pour obtenir des résultats d'aujourd'hui, que nous ne puissions pas, nous, emmener des difficultés demain. Donc nous allons y veiller.
Moi, ça me rassure un peu parce que la période de soudure est souvent très difficile à vivre au Kasaï oriental. Vous avez la mesurette de l'aliment le plus consommé qui est le maïs. Le maïs, qui peut arriver jusqu'à 6-7 $. Pour une population dont les revenus moyens journaliers est de 1 ou 2 $. Vous voyez ce que ça représente comme coût. Avec toutes ces stratégies mises en place, la province va désormais s'en sortir pendant cette période-là. Je vais encore revenir sur ça parce que il est vrai qu'on s'est pas trop étalé sur ça parce que la période de soudure, je pense que ça fait l'occasion de revenir devant les députés. Absolument, mais je voudrais quand même revenir sur ça parce que c'est important, parce que c'est l'un des points en une minute, oui, l'un des points sur lesquels tous les habitants de la province peuvent se retrouver parce que c'est une difficulté vécue par tout le monde et observée par tout le monde. Et nous entendons, nous en tant que gouverneurs, sur les mois où les choses se passent bien, de travailler pour veiller à ce que la période de soudure soit prise en charge. Et nous le ferons. Il y a dans le volet de la question de Marc sur l'agriculture, l'aspect infrastructure. Justement, c'est dont il est question tout de suite. On va parler des infrastructures. Tout à l'heure, Marc, vous demandiez comment évacuer les produits agricoles depuis les bassins de production vers les centres de consommation. Nous avons là les infrastructures à caractère de dessert agricole. Mais vous avez, au-delà de ça, des infrastructures provinciales qui sont les routes, les ports et toutes ces autres infrastructures structurantes dont le Kasaï oriental a urgemment besoin pour être désenclavé, une province au cœur de la République démocratique du Congo. Dans ces secteurs particulièrement, qu'est-ce que vous avez prévu comme candidat gouverneur? Ok, d'accord. D'abord, dans la question des infrastructures, vous l'avez dit, il y a des infrastructures structurantes, effectivement, qui font en sorte que l'État puisse exister dans sa consonance. Et il y a dans ce secteur principalement les infrastructures routières, mais pas que. Et nous avons des routes qui sont d'intérêt national et pour lesquelles les pouvoirs centraux devraient s'occuper, et nous allons veiller à ce que dans la définition des politiques publiques nationales, soit dans le cadre de la conférence des gouverneurs, soit dans les rapports ordinaires entre la province et l'État central, suivant la loi sur l'administration, la libre administration des provinces, que nous puissions faire en sorte que l'on puisse prioriser le Kasaï oriental, parce que effectivement nous disposons des terres arables qui nous permettent d'avoir des productions en bio qui peuvent intéresser l'ensemble du territoire. Donc pour les routes d'intérêt national qui ont vocation agricole ou non, nous ferons en sorte que nous puissions avoir ce plaidoyer auprès du gouvernement central pour que nous soyons priorisés. Nous allons revenir effectivement sur ce que nous, en tant que province, nous allons faire. Mais nous avons aussi l'OVDA, je crois que l'Office de voirie, quelque chose comme ça, les secteurs agricoles. Nous ferons un effort. Donc, avec le VDA des voiries des secteurs agricoles, nous allons aussi avoir des travaux, des séances de travail avec le VDA ainsi qu'avec le ministère du Développement rural pour faire en sorte que, au niveau de notre province, que nous puissions avoir à prioriser des différents financements, les capter et permettre à ce que l'on puisse s'ouvrir avec des voies de dessert agricole qui permettent effectivement à ce que les productions au niveau intérieur puissent atteindre les centres de consommation. Maintenant, au niveau des voiries, de la voirie, on va dire urbaine, il n'y a pas que Mbujimaï, je vais finir par Mbujimaï, mais nous ferons un effort pour que, au niveau de chaque territoire, que les grands centres d'intérêt de territoire, que ce soit les centres d'intérêt, les centres de santé, que ce soit les écoles, les grandes écoles, que ce soit les hôpitaux généraux de référence, que ce soit les grands marchés, que les voies qui permettent à ce qu'on atteigne ces centres d'intérêt pour les territoires soient réellement réhabilitées et même asphalter parce que c'est possible, que nous puissions les asphalter et permettre à ce que les personnes qui veulent accéder à ces centres puissent y avoir accès dans toute facilité. Au niveau de la ville de Mbujimaï, nous saluons les efforts du gouvernement central pour permettre à ce que nous puissions avoir une voirie urbaine telle que nous la constatons. J'étais moi-même ahuri lorsque je suis arrivé de voir les travaux qui sont effectués au niveau de la ville de Mbujimaï, mais ce n'est pas encore fini. Cette ville a la réputation de s'être bâtie seule jusqu'ici,
à peine on commence à voir le visage de l'intervention publique. Et nous allons faire en sorte que dès que nous avons notre mandat, de rediriger les recettes que nous aurons pour faire en sorte que la voirie urbaine de la ville de Mbuji-Mayi puisse donner un blason assez important dans le visage donc devrait arborer cette ville. Et je n'aimerais pas ici, et je fais bien de le préciser, et j'aimerais vraiment que ça soit souligné, nous n'allons pas ici venir avec des promesses démagogiques, parce que nous savons dans quel état se trouvent les finances publiques de la province, au regard du caractère assez difficile que nous connaissons, disons, la situation difficile que nous connaissons en ce moment. Et l'un des points, j'espère qu'on va revenir sur cela, ce sera dans la mobilisation des recettes, de comment nous allons être beaucoup plus inventifs pour mobiliser les recettes et financer les différents projets qui seront les nôtres. Et parce qu'on y est, mobilisation de recettes, tissu économique de la province, James Mouchia, vous avez des questions là-dessus. Comment vous comptez mobiliser les recettes? Déjà la province, merci pour la question. La loi, on va dire la Constitution et la loi a créé déjà le distinguo entre les recettes à caractère provincial et les recettes à caractère national. Il est vrai que nous avons une difficulté, mais sur le plan général, du principe de la Constitution de la retenue à la source de 40% et qui met en difficulté toutes les provinces. Nous allons tout faire pour le volet 1 dans la mobilisation des recettes au niveau de la conférence des gouverneurs, tout faire pour que nous puissions obtenir la retenue à la source des 40% au niveau des provinces. Au niveau de la conférence des gouverneurs, nous ferons ce plaidoyer-là. La retenue à la source. Si nous ne pouvons pas y aller, du coup, sur les 40%, ne serait-ce que pas pallier, enfin, après autant d'années depuis le 18 février 2006, nous devrons mettre en place des mécanismes pour permettre à ce que les recettes produites au niveau des provinces soient retenues à la source et financer des projets à caractère provincial parce que nous en avons besoin, parce que nous savons très bien que les rétrocessions ont du mal à être opérées en temps utile et mettent en difficulté les différentes provinces. Ça, c'est de 1. De 2, notre province est riche, immensément. Elle est immensément riche. Et nous avons les possibilités de capter des financements qui puissent être même internes ou extérieurs. Nous en avons les possibilités. Mais c'est vrai que nous sommes dans un contexte légal assez difficile où tout passe par le pouvoir central. Mais nous, en tant que gouverneurs, nous ferons tout pour faire venir des investissements directs étrangers afin de favoriser toute initiative qui viserait à la création des richesses. Ça, c'est un fait. De 2, au niveau des recettes ordinaires, qui sont captées essentiellement par la régie financière provinciale, nous avons un plan pour faire en sorte que toute évasion fiscale ou toute fraude fiscale soit premièrement découragée, mais si captée, vraiment alors totalement sanctionnée et sévèrement. Sévèrement. Parce que déjà les ressources ne sont pas importantes, que le peu que nous avons, nous n'avons pas les possibilités de les laisser aller comme ça. Donc nous allons veiller à ce que nous mettions en place un contrôle fiscal rigoureux, strict, pour décourager l'évasion fiscale ainsi que la fraude fiscale. Parlant également de l'emploi des jeunes, vous avez évoqué tout à l'heure du banditisme urbain. C'est l'une des causes, plutôt du banditisme urbain au Kasaï oriental, c'est le chômage. Quelle est la politique que vous allez faire justement pour faciliter l'emploi de jeunes? J'ai échangé avec plusieurs jeunes et aussi avec des associations des jeunes et même avec le Conseil provincial des jeunes, et je me suis rendu compte que il y a très peu d'espoir quand on arrive au Kasaï, et il n'y a pas beaucoup d'horizons qui s'ouvrent en termes d'emploi,
en termes d'emploi. Et l'une des choses importantes qui va amener l'emploi, c'est effectivement les investissements que nous allons faire venir au niveau de notre province. Parce que quand les investissements viennent, ils ont avec eux des effets d'entraînement, entre autres l'emploi, qui peut être l'emploi des jeunes, tout comme l'emploi des plus qualifiés, parce qu'on n'a pas besoin que les jeunes soient employés, mais aussi des plus qualifiés qui ont de l'expérience, qui peuvent permettre à ce que l'on puisse apporter plus de productivité dans l'exercice des missions qui sont assignées. Et le socle pour résorber cette question va réellement résider sur l'investissement. Quand nous étions dans le Kasaï il y a plusieurs années, il y avait quand même des unités de production. Nous sommes surpris de ne plus les retrouver. Ils ont avec eux, quand ils ont été fermés, emporté des milliers d'emplois. La Brassimba, il y a la Sogacor aussi, la Biofarco. Nous avons Biofarco, nous avons plusieurs unités de production comme ça qui ont fermé. Oxygène de Jumain. Exactement, exactement. Et donc, puisque ces unités de production n'existent plus, vous avez vu que ça a amené de la précarité. Aujourd'hui, même les banditisme urbain qui peut être provoqué aussi par la prise excessive d'alcool, c'est parce que désormais, la Brassimba n'est peut-être pas là et tout le monde s'est rabattu à de l'alcool indigène et rapidement, ça ramène des gens à avoir des comportements assez compliqués, assez infractionnaires. Donc, il faudrait vraiment que nous puissions bâtir une politique pour attirer les investissements. D'abord au niveau interne en tant que gouvernement provincial, mais surtout des véritables plaidoyers de politique de collaboration avec le gouvernement central pour faire comprendre le bien fondé de rediriger des investissements sur notre province. Nous en serons à l'initiative en même temps que nous allons suivre tout ce qui se passe au niveau central pour démontrer l'importance de rediriger les investissements vers chez nous. Cela nous permettra, il y aura l'avantage d'avoir des effets d'entraînement entre autres création des emplois, des jeunes comme des moins jeunes. Nous allons terminer cet entretien. C'est vrai que le programme est riche et vous allez avoir la chance de le présenter devant les députés provinciaux, vous n'allez pas tout dire. Il y a certains points importants qu'on n'a pas évoqués en 2 minutes. Je ne sais pas si vous allez vous résumer. Déjà, vous parlez beaucoup et vous dites beaucoup de bonnes choses. On a envie de vous entendre, mais on est aussi coincé par le temps. C'est la question relative aux mines. Le Kasaï oriental est une province à vocation minière, une province dont l'économie a été soutenue depuis la nuit des temps par l'extraction minière industrielle par l'AMIBA, mais aussi après l'exploitation artisanale qui aujourd'hui est la principale activité qui ramène les devises dans la province. Tout à l'heure, en débutant l'émission, vous parliez déjà de la chaîne des valeurs dans ce secteur. En 2 minutes, est-il possible de présenter à la population la vision que vous portez pour ces secteurs rapidement? D'accord. Merci pour la question. Elle est très importante et la question des mines est une question substantielle pour la province parce que vous l'avez dit, elle a toujours été le point central par lequel la province a connu sa prospérité. Mais ici, nous voulons changer de paradigme et même de narratif et dire qu'il ne faudrait pas que l'on puisse ne penser que des mines pour assurer la prospérité à cette province. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons aujourd'hui que l'AMIBA, qui hier a porté toute la province et qui n'arrive plus à le faire, peut toujours renaître. Et nous en ferons le plaidoyer au niveau du gouvernement central pour permettre à ce que cette entreprise grande et importante pour la province puisse renaître des cendres et jouer sa partition dans la prospérité de la province que nous voulons de tous nos voeux. Mais ici, nous avons une politique que nous allons mettre en place. C'est que nous voulons structurer et organiser l'activité minière sur le plan artisanal, parce que c'est un volet de ce domaine, de ce secteur que la province sait quand même capter et organiser et faire en sorte que vous avez parlé de la chaîne de valeur, je l'avais évoqué au début, du premier niveau où le creuseur trouve le diamant jusque à la vente de ce diamant dans les places internationales, que cette chaîne de valeur puisse permettre à ce que, à chaque étape, l'État congolais puisse trouver des dividendes. Ça, c'est de 1. Mais pas que. Nous aimerions que ces creuseurs, comme on les appelle, puissent être organisés, mieux structurés. Je donne un exemple. Un creuseur peut obtenir un diamant aujourd'hui, le vendre
dès qu'il sort de la mine, à $2000, auprès d'un négociant ou de je ne sais pas qui. Et 2 heures après, le même diamant est vendu à $40 000. Et donc le creuseur, il n'est seulement pas au courant de la vraie valeur de ce qu'il vient de trouver. Puisqu'il le vend à $2000, dans cette chaîne de valeur, l'État lui-même ne capte plus les véritables dividendes de ce qu'il devait tirer de cette opération. Et 2 semaines après, le même diamant est vendu à $500 000. Ça n'a pas de sens. Nous voulons organiser ce secteur par, ça peut être de coopératives ou autres, mais où il y aura peut-être des formations pour que chaque creuseur puisse au moins savoir dans quoi il est, quelle est la valeur de ce pourquoi il le trime et il le sue des mois durant pour finalement trouver quelque chose et vendre à vil prix à quelqu'un qui va s'enrichir le mois d'après. Nous ferons un effort pour que le Congolais, le national, se retrouve dans ce que la loi lui a permis de faire. Parce qu'on a l'impression que ces creuseurs et tous les intervenants au niveau primaire, ils travaillent uniquement pour donner de la prospérité à des étrangers. Nous n'avons pas de problème contre les étrangers, mais il faudrait que ceux qui viennent travailler chez nous le fassent dans des conditions qui respectent les droits de ceux qu'ils trouvent, des nationaux. Et nous estimons que nous devons organiser ce secteur, et sérieusement alors, pour redonner de la dignité à cet intervenant majeur dans la création des richesses de la province. Nous allons le faire dans la structuration de ce secteur par des édits que nous allons proposer à l'Assemblée provinciale, que nous allons défendre. Si l'Assemblée, les élus provinciaux la mettent, ils prennent des édits et on structure et on organise le secteur. J'ai mis le temps sur cette question. Vous êtes rendu compte On a compris que c'est une question qui vous tient vraiment à cœur et on a bien intérêt à voir comment vous allez articuler tout cela en termes de programme d'action une fois investi gouverneur. C'est une question de souveraineté. Je sais que vous brûlez d'envie de poser des questions, mais on a vraiment plus de temps. Non, mais je voulais préciser que c'est une question de souveraineté. Justement. C'est une question de souveraineté. C'est vraiment une question de souveraineté. Et nous devons y aller avec beaucoup de sérieux, sans contrefaire à la liberté que l'on peut donner à tout acteur dans le secteur. Nous devons remettre de l'ordre et nous allons remettre de l'ordre. Vous savez que s'il est élu gouverneur, vous aurez 5 ans à lui poser des questions. Toute dernière. James, c'est vraiment une dernière question. Voilà. Et, la province du Kasaï oriental a eu autant de gouverneurs. Alors vous ambitionnez diriger cette province. Quel est le gouverneur parmi les dirigeants dans le passé qui attire votre admiration? Non, je peux pas y aller avec un seul nom. J'ai de l'appréciation pour tous les prédécesseurs, ou du moins, je me vois gouverneur en disant prédécesseur. C'est bien, c'est prophétique. J'ai de l'admiration pour tous ceux qui ont servi la province pour diriger cette province. Je vous dis que moi-même, je suis délégué syndical. Je sais c'est quoi le mandat et je sais les souffrances qui peuvent être lorsqu'on exerce le mandat. Et peut-être à l'extérieur, les gens ne le comprennent pas. Et donc, je dirais chapeau bas à toutes celles et ceux qui ont parfois perdu des nuits pour essayer de rechercher le bonheur de cette province. Ce que nous voulons, c'est à la suite de ce qu'ils ont pu produire pour la province, que nous puissions faire mieux et nous pensons avoir les aptitudes, les capacités de le faire. Ainsi dit, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien spécial. Monsieur Patrick, vous avez dit beaucoup de choses, mais pas tout. Vous aurez l'occasion de développer votre programme devant les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Il y a des secteurs que nous n'avons même pas touchés. Vous allez avoir justement la chance de les évoquer. Mais quel est le dernier message que vous adressez à la population du Kasaï oriental qui aura un gouverneur élu par ses représentants? Merci beaucoup, Monsieur Arsène. La province du Kasaï oriental, c'est la plus petite province en termes de superficie, mais l'une des plus importantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne participons pas, comme il se voudrait, comme il se devrait, au budget national, mais nous en avons les capacités, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient humaines,
mais qu'elle soit aussi de nos ressources diverses qui sont reconnues et qui nous sont reconnues. Moi, gouverneur, je travaillerai à faire en sorte que la prospérité de la province du Kasaï oriental puisse participer in globo à la prospérité de ce grand pays. Moi, gouverneur, je ferai en sorte que cette population de réputation dynamique puisse trouver la dignité, sa dignité, et être comptée parmi les peuples travailleurs qui emmènent la richesse, la création de richesses dans ce pays. Moi, gouverneur, je ferai en sorte que les enfants de notre province puissent aller à l'école, puissent devenir des sachants, des personnes qui savent et qui deviennent des réponses aux problèmes de nos communautés. Moi, gouverneur, ce serait le gouverneur qui ferait en sorte que le tribalisme, le népotisme, le clientélisme ne soient même pas nommés ni dans la province ni ailleurs, parce que nous sommes avant tout un seul peuple, uni sous le drapeau et pour le drapeau. Moi, je viens encore de dire, gouverneur, je ferai en sorte que lorsqu'on atterrit dans chaque coin et recoin de la province du Kasaï oriental, que l'on puisse avoir le sentiment d'être chez soi, d'être à l'aise. Et cela est possible. Ainsi, j'en appelle aux élus de la province du Kasaï oriental, les députés provinciaux, qu'au jour où il leur sera donné de voter, de ne pas regarder à tout ce qui jusqu'ici a conduit, et comme fil conducteur, je veux dire, de l'action ou de l'activité politique, qu'ils ne puissent pas regarder à ces pratiques que nous décrions, des dictats politiques, des intimidations, des trafics d'influence. Nous n'avons pas peur de ces choses-là. Quel que soit ce qui peut nous être imposé comme situation difficile pour cette province, pour cette population que nous avons vue meurtrie quand nous l'avons regardée droit dans les yeux, nous allons continuer jusqu'à la fin. Et si nous avons la confiance de notre population par les élus, nous ferons en sorte de diriger cette province et d'apporter la prospérité. Patrick Mukanya Mbuyamba, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'était un échange qui m'a été instructif. Mesdames et messieurs, cet entretien spécial est terminé. Une belle émission, comme vous l'avez aimé, réalisée grâce à l'apport technique d'Afrique Design. Merci à tous ceux qui ont concouru à sa matérialisation. Merci à l'équipe de Monsieur Patrick Mukanya pour sa collaboration. Merci James. Merci Marc Valentin pour votre brillante participation à cette émission. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Au revoir.